C'est l'heure du magazine politique et bienvenue à vous. La scène politique française ressemble de plus en plus à une salle d'attente avant 2027. Les uns se précipitent, d'autres sont en embuscade ou d'autres encore dansent d'un pied sur l'autre. J'y vais pas. Gabriel Attal ne s'est pas embarrassé de doute. Il a déclaré sa flamme aux Français. Dans l'Aveyron, entre fromage et saucisson, une carte postale que n'aurait pas renié Jacques Chirac. Autre personnalité au centre, Édouard Philippe joue les lointains. Il préserve sa parole et son énergie. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, comme à chaque élection, rajoute un peu de soupline dans son jeu radical qui a fait sa force. Le Rassemblement national, lui, est assis sur son coussin d'intention de vote de 35%, en attendant de savoir si ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Quant à Raphaël Glucksmann, il hésite et cherche sa gauche. Il veut séduire les modérés sans sans perdre sa gauche. Voilà pour le casting. Maintenant, il faut écrire le scénario, c'est-à-dire les idées. On en parle avec l'un de nos meilleurs spécialistes de l'opinion, Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric. Bonsoir. Et merci d'être là pour nous éclairer. Merci, Carole Barjon, d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. On va écouter tout de suite Raphaël Glucksmann, qui parle à peu près tous les jours depuis le début de la semaine. Il enchaîne les interviews et les médias pour crier son amour de la France, mais pour l'instant, il ne franchit pas le pas. Il attend de pouvoir rassembler une gauche qui ne soit pas celle de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. Il faut avoir conscience que envoyer Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, c'est garantir le triomphe de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui devenu un agent électoral de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et nous allons proposer une alternative qui va enthousiasmer parce que, je vais vous le dire, cette élection, ce ne sera pas un barrage. On l'a déjà fait trop de fois. On ne pourra pas simplement appeler à la raison. Il faudra réveiller dans le pays une envie. Voilà, Catherine, est-ce que vous êtes enthousiasmée quand vous entendez Raphaël Glucksmann? Est-ce que vous pensez surtout qu'il a raison? C'est-à-dire qu'un duel avec Mélenchon ravive encore plus le Rassemblement national. Moi, ce que je pense, c'est que croire que la question de l'opposition à Jean-Luc Mélenchon va suffire à le discréditer, à le disqualifier, ça, moi, je pense que c'est très, très, très présomptueux. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est attendu, c'est des solutions profondes aux questions profondes qui sont posées à notre pays. Et pour l'instant, Raphaël Glucksmann ne nous en a pas dévoilé quelle était la substantifique. Oui. Moi, on ne sait pas ce qu'il propose. On sait qu'il ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et on sait qu'il aime la France et qu'il en a envie. Voilà. Oui, ça... Voilà, donc c'est le moins qu'on puisse faire quand on est candidat à l'élection présidentielle que d'aimer la France et d'en avoir envie. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il propose? Voilà, so what? Et je crois que c'est un petit peu so what pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que pour l'instant, pas grand monde n'a dit, mais d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon non plus. Enfin, je veux dire, pas grand monde n'a dévoilé véritablement ses cartes. Alors, il y a des positionnements, mais qu'est-ce qu'on va faire sur l'IA? Qu'est-ce qu'on va faire sur les relations internationales? Qu'est-ce qu'on va faire pour la retraite? Qu'est-ce qu'on va faire pour le changement climatique? Enfin, tous ces enjeux qui sont fondamentaux et qui ne peuvent pas se résumer simplement dans est-ce que je suis pour ou contre Marine Le Pen, est-ce que je suis pour ou contre Jean-Luc Mélenchon? Voilà, moi, on est dans la pole, ce qu'on appelle la popole, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Il y a le casting, chacun met ses petits, c'est un peu la course de petits chevaux, etc. Mais Carole, pour en revenir à Raphaël Glucksmann, on voit qu'il est hésitant. On va voir après avec Frédéric qui va nous expliquer le positionnement dans les sondages, en tout cas, de Raphaël Glucksmann. Mais est-ce que c'est une personnalité qui avait percé au moment des européennes? Est-ce que aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne sait pas trop ce qu'il cherche ou ce qu'il attend? En fait, on a surtout le sentiment qu'il a perdu, qu'il a un peu, pour ne pas dire pas mal perdu depuis les européennes, où il avait fait 13% de mémoire autour de ça. Là, il est crédité en gros de 10 ou 11% dans les sondages d'intention de vote, mais je pense que ça ne veut rien. Enfin,
comme tous les sondages, c'est une photo à l'instant T, donc il ne faut pas préjuger. En revanche, c'est son discours qui... Mais il est positionné où, c'est quoi? Mais justement, on ne sait pas. Il porte quoi? Catherine l'a fort bien dit, on ne sait pas très bien. On sait que il se situe plutôt dans la social-démocratie, d'accord, bon, très bien, et qui veut quelque part, au fond, remplacer le Parti socialiste par une sorte de Parti socialiste rénové, plus moderne, etc. C'est peut-être ça, ouais. Sorti de là, on n'en sait pas plus. Son problème, à mon avis, c'est que, d'abord, il avait fait quand même une grande émission, Face à Zemmour, notamment. Cet hiver, qui était absolument catastrophique. Donc, est-ce que les Français s'en souviennent? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que l'autre jour, ensuite, il y a une note interne à son équipe de campagne qui a fuité l'autre jour et qui disait qu'il fallait qu'il évite. C'était pas la peine qu'il s'occupe, en gros, des gens les plus modestes, des catégories populaires. Bon, donc ça renforce, si vous voulez. Alors évidemment, c'est un problème quand vous dites de gauche, quand même. Non, c'est un énorme problème. On sait très bien que si le Parti socialiste on est arrivé où il en était, c'était aussi parce qu'il avait perdu les catégories populaires. Alors là où Carole vous rejoint, enfin rejoint en tout cas votre sondage. Non, mais votre sondage, quand elle dit un PS rénové, parce que vous le testez face à François Hollande. Alors je dis le résultat de votre sondage, donc pour Paris Match, vous avez testé le souhait des Français à gauche. 25% préfèrent Raphaël Glucksmann, 16% François Hollande. Chez les sympathisants de gauche, 49% préfèrent Glucksmann et 23% Hollande. Et chez les sympathisants socialistes, 65% Raphaël Glucksmann et 45% François Hollande. Donc, si l'on en croit vos sondages, il y en a un qui va s'effacer devant l'autre. Oui, alors, comme vous l'avez très bien décrit, je ne vais pas parler du sondage tout de suite. Je vais réagir sur ce qu'ont dit très justement Catherine et Carole. La question centrale aujourd'hui, c'est la temporalité. On est à 11 mois. En principe, l'élection aura lieu non pas le 2 mai, le second tour, mais le 25 avril. On est à 11 mois d'élection présidentielle. Alors, c'est assez paradoxal. Les Français ne sont bien sûr pas dedans. Par exemple, la note dont vous parliez, qui a fuité de l'équipe Glucksmann dans l'enquête mensuelle IFOP Hendrix pour l'opinion, 7% seulement en ont parlé. Un tiers ont parlé de l'élection présidentielle, donc c'est loin. Mais les Français sont très vigilants. Ils veulent une belle présidentielle. Ils veulent sortir de ce que j'appelle, ce qu'on a évoqué souvent ici, Roselyne, l'éclipse du politique. Cette idée que depuis 2022, surtout 2024 avec la dissolution et l'Assemblée ingouvernable et introuvable, si je puis dire, il ne se passe plus rien. L'inaction est totale, le politique n'est plus dans ce rôle. Donc ils veulent une belle présidentielle, avec une belle campagne, qui ne soit pas tronquée, comme celle de 2022. Mais c'est paradoxal avec l'éclipse du politique. Oui, tout à fait. Mais oui, justement, ils veulent une présidentielle avec un vainqueur ou une vainqueur nette qui permette de sortir de l'éclipse et refaire une sorte de reset pour le pays, remettre le pays. Reset aussi, je ne suis pas très bon en anglais, comme vous le savez tous. Un reset pour remettre le pays à l'endroit. Donc d'un côté, on a une attente très forte vis-à-vis de la campagne. Souvent, on convoque dans les enquêtes qualitatives, où les Français se prononcent spontanément, la campagne de 2007, une campagne de renouvellement, une belle campagne, des candidats très désirables, qui ont fait des scores d'ailleurs à E3, Sarkozy, Royal et Bayrou, à quasiment 77%, 85% de participation. Mais on est dans une présidentielle spécifique. Je ne vais pas remonter à 69 au départ du général de Gaulle. On est dans une présidentielle de renouvellement, où le sortant ne se représente pas. 95, 2007. Donc c'est tout à fait normal que l'offre électorale ne soit pas connue et donc que les projets ne soient pas encore décantés. 95, je le rappellerai que Lionel Jospin a commencé à être testé fin janvier 95. Les sondeurs testaient avant, en reflet avec le contexte politique, Delors et Rocard. En 2007, avant la primaire socialiste de 2006, on testait, tenez-vous bien, 7 candidats socialistes. Là, ce qui est nouveau, c'est que l'incertitude, excepté Jean-Luc Mélenchon, est à tous les étages, dans toutes les formations, y compris au Rassemblement national jusqu'au 7 juillet. Donc, maintenant, Raphaël Glucksmann, il a un espace. C'est vrai que taper que sur Mélenchon, ça ne suffit pas. Même si il peut être le réceptacle d'une gauche anti-Mélenchon et d'une gauche social-démocrate. Il a quand même un atout,
c'est ces élections européennes où la dernière fois que Place Publique et le PS et LFI se sont opposés, le vainqueur net, c'était Place Publique et LFI. Même si la présidentielle, c'est pas une européenne, bien sûr. Donc on est dans ce moment d'attente, et dans l'enquête dont vous parlez, oui, il y a 3/4 des Français qui ne souhaitent pas qu'il soit candidat, 25% qui le souhaitent. C'est encore plus compliqué pour François Hollande, mais auprès des sympathisants de gauche aujourd'hui, Raphaël Glucksmann tient la corde comme le réceptacle d'une gauche non mélenchoniste. Mais ça ne veut pas dire qu'il ira au bout. Et c'est vrai que ce qui frappe par rapport aux présidentielles que j'évoquais, notamment 2007, c'est l'absence de désir. Il y a l'idée d'une belle campagne et également, pour répondre à Catherine, il y a aussi chez beaucoup de gens, y compris à gauche, le spectre et la peur, j'ai envie de dire presque panique, que le second tour se termine par Le Pen-Mélenchon ou Bardella-Mélenchon, ce qui pousse vraiment les Français, ces Français-là, à se mobiliser. Donc, du côté, il y a un espace. Le sondage montre un avantage léger pour Glucksmann pour pouvoir l'incarner. François Hollande n'a pas dit son dernier mot, notamment sur l'international, qui va vraiment être au cœur de la campagne. Donc, on est vraiment... Voilà, j'ai fait long pour dire qu'il y a une très forte incertitude. Mais il y a la question de la temporalité que Frédéric abordait, c'est-à-dire la temporalité. Eh ben, il y a le temps médiatique, il y a le temps de l'agenda politique, il y a une guerre de position, mais c'est pas le temps des Français. C'est le moins qu'on puisse dire. Même si, je nuance par rapport à ce que je vous ai dit, il y a l'attente d'une belle campagne et la peur d'un second tour catastrophique. Oui, tout ne se résume pas à l'attente de la campagne. Non, pas du tout. On est sur l'offre, là. Ils ont envie d'avoir des débats de fond, où on offre des réponses aux problèmes de fond qui maintenant sont quand même ça fait longtemps que je vous entends dire ça, mais vous avez raison, ça fait longtemps que je vous entends dire qu'il n'y a pas de débat dans ce pays, de débat de fond. Oui. Mais oui. Mais non, mais à peu près peu. Mais j'ai quand même, je vais revenir à vous, mais une question, quand vous dites un candidat désirable, alors évidemment le désir, c'est pas le désir d'un beau moustachu, on est d'accord. Mais vous voyez, parce que le mot désir est toujours associé à quelque chose de plutôt sensuel. Mais quand vous non, pas du tout. J'ai bien compris. Mais ça veut dire quoi un candidat désirable? Qu'est-ce que vous entendez par candidat désirable? Aujourd'hui, ça serait un candidat qui ne soit pas choisi seulement parce que à gauche, il devancerait Jean-Luc Mélenchon. À droite, par exemple, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ce serait le meilleur moyen au second tour de battre Jordan Bardella, c'est-à-dire cette logique d'élimination. On est aussi dans une campagne où le second tour va être plus que jamais connecté au premier tour. Mais qu'est-ce qui va susciter le désir? Vous avez dit je vais vous dire, et Catherine a tout à fait raison, c'est des vrais débats. N'oublions pas, j'ai parlé de la présidentielle de 2007 parce qu'elle faisait suite à cette formidable et belle campagne de 2005 où tout le pays s'est mis en débat sur la question du référendum, avec 70% de participation. Là, je le répète, 2022, une campagne frustrante, 2024, une campagne par définition législative ultra courte, du fait de la dissolution, et les municipales, où on n'a pas eu le temps de on les oublie vite. C'est le record d'abstention à une élection, si je mets de côté les municipales de 2020, parce que la bande passante avait été complètement, notamment médiatique, avait été très fortement occupée par l'international. Quand je dis désirable, c'est un candidat qui va séduire, qui va rassembler, qui va sortir de clientèle électorale, qui a un cap, qui a un projet, qui a un imaginaire, et on n'est pas encore dans ce temps-là, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Qui a été un candidat Je veux juste savoir qui a été un candidat désirable. Ceux qui ont été forcément élus. Mais non, Nicolas, exactement. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, il y avait autour. On est d'accord. Oui, mais moi je suis d'accord. Ces trois-là. Et même le François Hollande de 2012, qui était celui qui était le sûr qui permettait l'alternance et faire sortir Nicolas Sarkozy. Il y avait quand même une attraction pour lui. Est-ce que le fait d'être crédité de sincérité peut rendre le candidat désirable? Je dirais pas oui ou non, c'est un ingrédient comme un autre. Moi, ce que je vois dans les enquêtes qualitatives, et là c'est une rupture par rapport aux élections présidentielles précédentes, je change de sujet mais c'est central, c'est l'international. Quand on travaille sur le candidat idéal, sort extrêmement vite celui qui pourra tenir tête à Trump, Poutine ou au leader chinois. Et là, on est vraiment dans un changement d'époque, même si 2022 avec l'Ukraine, la campagne a été un petit peu internationale, c'est clair qu'on a changé également d'imaginaire. Là aussi, ça amène peut-être
l'attente de candidats rationnels, solides, charpentés, qui seront en plus en rupture avec Emmanuel Macron. Ça colle pas, Catherine, avec le sondage. Oui, mais ça colle pas avec le sondage de Frédéric, qui préfère Raphaël Glucksmann, qui a jamais eu aucun poste ni ministériel ni au sein de l'État, alors que François Hollande connaît Poutine. C'est pas un sondage d'attention de vote, c'est un sondage de souhait, il faut le prendre avec une certaine prudence. Et par ailleurs, ça ne pas être capable de tenir son rang à l'international. Moi, je pense que Raphaël Glucksmann, l'international, c'est une de ses lignes de force, en l'occurrence. C'est même le seul point sur lequel il est à peu près identifié, que ce soit sur les questions de défense européenne, de Ouïghours, de défense de l'Ukraine, enfin, les sujets sur lesquels il s'est engagé sont des questions internationales, et je pense que c'est à peu près... La Géorgie, où il avait été... La Géorgie, voilà. Oui. Bon, donc, c'est à peu près les seuls sujets sur lesquels on identifie un engagement de Raphaël Glucksmann. Oui. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a en effet la question d'avoir un candidat qui apporte des réponses sur les sujets et pas seulement sur un sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir un candidat que pour la réindustrialisation, que pour remettre de l'ordre dans les comptes ou que pour tenir la question internationale. Je pense que vraiment le désirable, c'est quelqu'un qui est à la hauteur du moment. Mais j'ajoute un deuxième point qui me semble faire problème, c'est qu'en fait, il faut aussi quelqu'un qui soit solide, pas lui personnellement, mais qu'il ait une équipe, qu'il ait des forces politiques qui l'appuient. Par exemple, je pense Dominique de Villepin. Je pense que ça fait partie de ses faiblesses. Il est un homme seul. Sans ça, il coche vachement de cases, Dominique de Villepin. Il a l'expérience, il a la stature, il est sur le plan international. Et il a un discours sur le plan de la conception de la République, etc. Il est de droite et la gauche le sait, mais il ne choque pas la gauche et la droite sait qu'il est de droite. Donc moi, je pense que abstraitement, on pourrait dire Dominique de Villepin, il a des chances sur le papier. Le problème, c'est qu'il est un homme seul, sans parti, sans équipe autour de lui qui puisse donner à voir et à croire qu'il est capable de faire quelque chose de puissant dans le pays. Ce n'est pas qu'une personne, c'est une personne, un programme, une équipe. Oui. Carole, là-dessus, vous avez quelque chose à ajouter? On peut passer au centre. Je suis entièrement d'accord. Simplement, c'est vrai que l'expérience peut compter, mais moi je pense que beaucoup des candidats qui attendent au fond là, parce qu'on voit Hollande attend, Cazeneuve attend, Édouard Philippe ne dit plus rien ou pratiquement depuis son élection au Havre. Je pense pas que c'est seulement ou de la couardise ou le fait d'avoir peur de se lancer. Je pense qu'il y a un réel embarras sur les solutions à apporter aux Français, parce que pour des partis ou des personnalités populistes qui ne reculent... Vous êtes en train de dire qu'ils n'ont plus rien à dire. Non, je dis que c'est... Attendez, laissez-moi finir. Il a dit 67 ans et ça lui colle au basque. Je voudrais finir. Je pense que c'est une époque, c'est une période très compliquée. On voit quand même que depuis la guerre en Iran, ça a évidemment des conséquences très négatives en France, la hausse des carburants, etc. L'INSEE vient de réviser ses prévisions de croissance à la baisse, à 0,7 je crois. Bon, donc je pense que tous les candidats dits raisonnables, je ne parle pas des populistes qui vont proposer des tas de solutions démagogiques, mais ils ont un problème, c'est que comment vous voulez dire, alors, le plan massif, par exemple, d'Édouard Philippe, moi, j'attends de voir ce que c'est. Parce que la réduction des dépenses publiques dans une France qui va souffrir, et si le conflit en Iran, enfin, entre l'Iran et les États-Unis continue, la situation ne va pas s'arranger en France. On voit que tous les jours, il y a des usines qui ferment, des entreprises qui ferment. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. C'est la difficulté à imaginer un programme qui soit à la fois qui répondent à la réduction de la dette, qui est quand même indispensable aussi. Les retraites, qu'est-ce qu'on fait? Réduction de la dépense publique, est-ce qu'on va imposer ça à des Français qui souffrent? Et comment et la question du pouvoir d'achat. Donc, votre programme, c'est pas sûr que votre programme, Carole, suscite l'enthousiasme. Soyez en pas c'est ce que je suis en train de dire. Oui, suscite le désir. Non, mais moi je crois. Non, mais ce que je pense, c'est qu'en effet, ce que vous avez dit est tout à fait exact, c'est-à-dire que Philippe ne
dit rien. Parce qu'un jour, il a dit 67 Alors, ans. on va l'écouter Et depuis, on lui colle les 67 ans au Basque. Je suis pas... Alors, on lui colle au Basque, mais... Dire aujourd'hui, il va sûrement perdre la présidentielle parce qu'il y a les gilets jaunes, il y a les 80 à l'heure, il y a les 67 ans, je ne pense pas. Et les 5 non, mais moi, N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a été réélu et bien réélu. Bien sûr, il y avait l'Ukraine en 2022, alors que tout le monde savait que sa mesure phare, c'est d'ailleurs la seule que les Français avaient retenue, c'était la retraite à 65 ans. Finalement, ça a été à 64 ans et on a vu après, au moment de la mise en place de la réforme Borne, qu'il y a eu 2 tiers de rejet chez les Français. Mais ce que dit Carole est très juste. Je pense que cette campagne se fait dans des conséquences particulières, dans un contexte particulier. Je parle d'éclipse du politique. La défiance à l'égard des élus nationaux n'a jamais été aussi forte. On est dans un moment aussi où les Français... ne retiennent pas grand-chose de l'actualité. Le politique, c'est comme un astre mort, on ne le regarde plus. Là, ce qui a marqué les Français dans les sujets de conversation, c'est la hausse du carburant, c'est l'antivirus parce que ça a réactivé la crainte Covid, et c'est l'affaire Patrick Bruel parce que ça touche la question de désormais centrale. On a vu au moment de l'affaire Pellico qui avait beaucoup marqué aussi, les violences sexistes et sexuelles. Et ce contexte fait que, d'un côté, personne ne pourra être sur les 110 propositions, un programme avec des mesures qui pourraient être tout de suite taxé ou de démagogique ou inapplicable, mais quand on serait dans le cœur de la campagne, n'oublions pas ce qu'on appelle, je cite votre consoeur Guylaine Ottenheimer, le poison présidentiel. Une campagne, si elle est normale, si c'est pas une campagne qui est percutée par l'international, c'est un moment où la machine à promesses se met en route dans une logique de distinction par rapport aux autres. Mais je le répète, on n'est pas du tout dans ce temps-là, bien au contraire. Mais ça se fait sous une pression assez forte de l'opinion. Catherine, est-ce que finalement le discours le plus politique qu'on ait eu depuis quelques semaines, c'est l'encyclique du pape? Alors vous allez me dire pourquoi elle cite le pape celle-là. Mais tout le monde en a parlé. Pourquoi? Parce que il y avait eu la doctrine sociale de Léon XIII il y a 135 ans sur les richesses, etc. Aujourd'hui, il appelle à... C'est un texte comme très philosophique qui s'appelle Magnificat Humanitas, sur l'humanité magnifique, et il appelle à désarmer l'IA. Et il dit en quelque sorte, voilà, on est en train de construire un monde épouvantable. Là, on vient de parler de la fin du Code noir, de l'esclavagisme. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une autre forme d'esclavagisme qui est l'esclavage de l'IA il attaque, sans les nommer, le capitalisme furieux. Mais moi, je le crois profondément. Je pense que le discours du pape a marqué... Pas tout le monde, faut pas non plus exagérer. Non, enfin, ceci étant, il a impacté parce que précisément il se place. Parce que c'est un discours politique. Il se place au bon niveau. Il se place à un niveau. Pour ça, je dis qu'on n'attend pas des petites choses. On attend vraiment des discours qui puissent être transcrits en propositions. Et on veut quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux et pas des petites manigances. Et Carole, si je peux me permettre, le problème, c'est que dire qu'il faut réduire la dette ou je sais pas quoi, mais ça, d'abord, ce n'est pas neuf. Les gens sont brillants. On ne cesse de le dire. Il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. Je dis que ceux qui veulent tenir, et qui, apparemment, dont on sait qu'ils veulent tenir ce discours, je pense qu'ils sont un petit peu embarrassés. C'est ce que j'ai dit. Ils sont un peu embarrassés. Mais ils sont aussi embarrassés, non seulement parce que ce n'est pas une promesse très séduisante, mais c'est aussi parce que éventuellement ce n'est pas une promesse très neuve dont on voit bien qu'elle n'a pas résolu les problèmes jusque-là. Et que donc la question, c'est peut-être de prendre le sujet à un autre niveau. La dernière fois qu'on a parlé ensemble, Roselyne, sur ce plateau, c'était que moi, j'essayais de porter l'idée que la question de la redistribution ne peut pas être une simple proposition de gauche. La gauche doit faire mieux que de proposer simplement le partage des richesses, mais doit proposer un autre mode de vie, un autre horizon, une autre... Mais vous êtes complètement, Catherine, sur ce qu'est une campagne présidentielle où on s'est souvenu de moments très symboliques, l'abolition de la peine de mort de François Mitterrand, telle ou telle annonce forte, mais c'est pour les Français, c'est d'abord un imaginaire, c'est d'abord un cap. Le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, la redistribution quand même et la jeunesse pour François Hollande en 2012. Il y a aussi un autre élément qui va être central dans cette campagne, c'est le rapport avec Emmanuel Macron. On est aussi dans une campagne inédite. N'oublions pas, ne pensons pas une seconde, et là je me mouille un peu, que Emmanuel Macron pendant cette campagne sera le François Mitterrand de 95 qui n'avait pas ouvert la bouche, sera le Jacques Chirac de 2007 qui avait été complètement absent parce que
pour des raisons notamment de santé. C'est un président, il ne va pas rentrer dans la campagne politicienne. Il ne va pas dire je soutiens qui, je n'en sais rien. Mais du fait de la place prégnante de l'international, il va être présent, il va être sous-jacent de cette campagne. Et n'oublions pas que l'histoire de la présidentielle, mais je me force à pas être dans une logique historique parce qu'on est dans des temps tellement nouveaux qu'il faut penser contre soi-même et pas par paresse dire ah ben ça s'est passé comme ça. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure, hein, en 95, j'aime moi-même, en 2007. Mais on sait très bien qu'un président, une présidente élue, nouvellement élue, s'est posé un peu en rupture avec le président précédent. Et donc, est-ce que ça veut dire... Alors, pour Édouard Philippe, Gabriel Attal, c'est un véritable défi. Est-ce que c'est un président élu local ? Est-ce que c'est un président qui vient des territoires ? Est-ce que c'est un président qui va effectivement rejouer sur les corps intermédiaires, sur la redistribution ? Ça aussi, c'est une inconnue supplémentaire de cette campagne que, pour l'instant, il faut être tout à fait sincère, qui est peu lisible pour nous. Parce qu'on est encore dans cette phase de préparation. On est dans des positionnements tactiques. C'est une guerre d'opposition. Alors, je vous propose d'écouter Édouard Philippe, justement, parce qu'on dit... ça va être un peu le duel au centre, Édouard Philippe et Gabriel Attal. On dit l'un est pressé, Gabriel Attal, qui a été déjà Premier ministre, ministre de l'Éducation, etc., et qui lance sa flamme aux Français. Et un Édouard Philippe qui se fait discret. Et vous allez voir que dans ce qu'il dit, c'était dans la matinale de France Inter, il dit c'est pas parce qu'on me voit pas avec des caméras que je ne fais rien. On l'écoute. Moi, vous savez, M. Duhamel, je suis moi. Oui, ça nous a pas échappé. Les autres, c'est déjà pris. Oui. C'est Oscar Wilde qui disait ça. Vous savez, vaut mieux être soi-même parce que les autres, c'est déjà pris. C'est-à-dire à dire des choses que je crois importantes, même lorsqu'elles ne sont pas populaires. Oui. C'est-à-dire à parcourir le pays, parfois sans caméra. Alors évidemment, ça se voit moins. Oui. Souvent sans caméra. Ça fait 3 ans que je parcours le pays, préfecture, sous-préfecture, sans caméra. Pourquoi ? Parce que vous savez quoi ? Quand il n'y a pas de caméra, vous parlez beaucoup mieux aux Français. Et vous les écoutez beaucoup mieux. Ça compte l'hypercommunication dans le monde dans lequel on vit. Oui. Mais je pense que les Français, en tout cas c'est ce que j'ai vu au Havre à chaque fois que j'ai fait campagne, ils aiment aussi une forme de authenticité, y compris avec des défauts. Voilà, alors là, ils ont l'impression qu'ils taclent un peu, bien sûr, Gabriel Attal et sa com. Moi, en gros, je fais pas de com, je fais pas de bruit, je fais pas de moulinet, je me bats pas. Non, mais très bien. Il a pas complètement tort de dire que c'est vrai qu'on a des rapports plus vrais avec les gens lorsqu'il n'y a pas 50 caméras qui vous suivent. Ce que faisait Chirac. Mais oui, d'accord. Mais il faut quand même pas oublier. Si vous voulez, on a l'impression qu'Édouard Philippe, il a un peu sa boîte à outils secrète, très secrète, de laquelle va sortir son plan ou son programme massif au moment où on ne sait pas quand, enfin au moment où il l'aura décidé, et que pour lui c'est ça faire campagne, c'est-à-dire tout d'un coup sortir son projet. Bon. Moi je pense que c'est pas ça une campagne présidentielle. Il y a des exemples dans le passé, qui nous ont montré qu'il y avait des gens qui avaient démarré extrêmement tôt. Alors, ils n'étaient pas déclarés, mais ils faisaient déjà des déclarations sur les faits divers, sur des événements qui touchent les Français. Lui, Édouard Philippe, je lui demande pas, enfin on lui demande pas de commenter l'actualité, c'est pas ça. Mais il faut quand même, quelquefois, avoir l'impression de prendre en compte ce que ressentent les Français à un moment donné. Sarkozy avait fait ça assez bien, du jour où il était d'épouser le moment, quoi. C'est-à-dire exactement. Oui. Alors, faut pas sauter sur tout ce qui bouge. Vous êtes en train de dire qu'il fait un peu il est un peu comme son mentor, un peu du Juppé, quoi. Oui, mais oui, d'accord. Ce qui n'est pas forcément du tout une critique, puisque c'est surtout une manière de ne pas comprendre qu'il faut qu'il s'intéresse au sujet qui intéresse les gens à un moment, à un temps T. Alors évidemment, en essayant de dire des choses intelligentes. Et en dosant. Mais entre ça et le silence total, et puis ensuite on sort la boîte magique. Mais il faut être capable d'avoir un socle pour pouvoir parler. Or, pour l'instant, le socle, je ne suis même pas sûre qu'il l'ait complètement stabilisé. C'est-à-dire que quand vous prenez position sur un petit fait divers, il faut que ça donne du sens. Il faut que les Français comprennent dans quelle direction ça va. Oui. Et donc là, pour l'instant, le Rassemblement national, le socle, il est posé. On sait, sur n'importe quel sujet, quand ils prennent position, on arrive à le réintégrer. Jean-Luc Mélenchon, son socle est posé.
on sait intégrer ces prises de position, qu'elles soient... Le socle idéologique est là. Oui. Et le RN, pareil. Et identifié. Non seulement il est là, mais il est identifié. Ça, c'est Édouard Philippe ne l'a pas. Édouard Philippe ne l'a pas parce qu'il est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, avec qui il veut se rompre et avec qui les Français sont fâchés. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qui est ce monsieur. Alors, je partage ce qui vient d'être dit sur le socle et la vision du monde. C'est vrai qu'on voit bien la vision Nouvelle-France et la vision, on va dire, France d'antan du côté du Rassemblement national, qui suscite de l'adhésion forte, mais aussi un rejet. Faut pas, notamment même si vous voyez, prenez avec prudence, les seconds tours, Jean-Luc Mélenchon est présent systématiquement et très fortement battu. C'est pas significatif, mais ça veut dire quelque chose en termes de potentiel de rejet. Édouard Philippe, il a quand même un socle sociologique. Aujourd'hui, ça ne vaut pas victoire, mais c'est celui qui occupe le mieux cet espace bloc central, socle commun. Il a 2 sources électorales, l'électorat d'Emmanuel Macron, une partie importante de l'électorat de droite. Alors, le danger, et c'est vrai que une discrétion, parce qu'il a quand même fait beaucoup de médias, il a fait cet avou, il a fait la matinale. Le danger d'une campagne tranquille, c'est que face à lui, il a quelqu'un, Gabriel Attal, qui est sur le modèle Sarkozy 2007, bouger tous azimuts, une annonce un jour, et il est très bon de ce point de vue-là pour sentir l'air du temps. Et la déclaration de campagne, à titre personnel, bien sûr, il y avait de la com, mais il y a de la com partout. Installer une double distinction par rapport à Emmanuel Macron en étant dans un territoire extrêmement rural, être sur la proximité, et avec un Édouard Philippe, maire d'une grande ville, c'était plutôt bien joué. Maintenant, c'est vrai que Édouard Philippe doit maintenant nourrir cette bonne base, cette bonne assise sociologique. Il a un atout quand même fort. C'est que c'est peut-être le seul candidat aujourd'hui qui suscite les 2 proximités qui ont fait des présidents par le passé. La proximité identificatoire, c'est-à-dire les gens disent on peut lui parler, il est comme nous, il est abordable, et la proximité c'est presque physique, admirative, c'est-à-dire c'est quelqu'un, n'oublions pas dans quel état hyper positif avec une véritable je suis pas sûr que les Français admiratif sur sa gestion notamment du Covid. C'est vrai que d'autres candidats n'ont que l'une et l'autre. Mélenchon, c'est clairement une proximité admirative. Il a des fans autour de lui. Il a quand même les 2 proximités, mais c'est vrai, ça doit être nourri, mais surtout par son incarnation et par un cap, plus que par un étalement ou un catalogue de mesures. Je suis d'accord, et je pense que, par exemple, pour ce qui concerne Gabriel Attal, en fait, lui, il s'appuie sur une chose, c'est j'ai mis l'abaya hors de l'école. Oui. Mais en fait, c'est le seul sujet. En fait, le harcèlement, il a beaucoup marqué là-dessus. Oui. Si. Alors peut-être. Mais en fait, non, mais d'accord, peut-être moi je l'ai moins. Mais plus l'école que Matignon. Non, mais là, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas voter pour l'élection présidentielle sur ces 2 sujets. Et que ça fasse partie, ça fait partie du personnage. Il veut se montrer comme un homme moderne, libéral au sens, je dirais, américain du terme. C'est-à-dire, je suis homosexuel, j'ai vécu le harcèlement, etc., etc. Mais enfin, c'est très, très insuffisant pour pouvoir dire qu'on est capable d'affronter le monde et de proposer une voie pour la France. Pour l'instant, il capitalise juste sur cette image-là. S'il n'embraye pas sur quelque chose d'un peu plus solide, je pense ce que disait Frédéric tout à l'heure est très important. C'est vrai qu'on comparait depuis des décennies. C'est bien parce que, quelque part, l'histoire parfois se répète, parfois bégaye, mais à la fois on dit qu'un obus ne retombe jamais au même endroit. Et qu'avec la vie géopolitique, la transformation du monde, Carole, rien ne sera plus comme avant. Que ce soit effectivement dans la technologie avec l'intelligence artificielle ou avec les empires qui se refont ou qui se défont, etc. Donc on ne peut plus faire campagne comme on faisait campagne il y a encore même 5 ans. Donc, il faut changer à peu près tous les logiciels. C'est ce que je retiens, en tout cas, de ce que... Alors, bien sûr, cette campagne sera super inédite. Et cette campagne sera tellement inédite. On a, au cours de cette émission, vu des points qui sont en rupture avec les présidentielles passées. Oui, non, mais bien sûr qu'il va falloir changer un certain nombre de logiciels. Ça, c'est pas notre boulot. Comme la dépendance à l'égard des États-Unis. Enfin, ça, mais Macron l'avait déjà anticipé en 2017, en disant que voilà, il fallait une défense stratégique européenne. Enfin, oui, il va falloir changer plein de logiciels. Mais maintenant, la proximité avec les gens, ou en tout cas le sentiment que doivent ressentir les Français pour avoir envie de voter
pour un candidat, ça ne change pas. Enfin, il y a des espèces de fondamentaux dans une présidentielle qui ne changent pas. Par exemple, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change Je pense que le fait d'avoir l'air sincère, authentique, ça joue. Si, je pense que ce qui compte, c'est maintenant on peut faire croire qu'on l'aime. Non, mais c'est une véritable alchimie. Il y a pas. Les Français ne se trompent pas. Quand quelqu'un fait de la communication sur son authenticité, les Français le perçoivent. Très bien, je ne crois pas du tout ça. Moi, je ne pense pas qu'on sera sur un... Enfin, on dit souvent qu'une présidentielle, c'est une thématique qui va dominer les autres. C'était vrai en 2007 et en 95, avec la question du pouvoir d'achat. 95, c'est la phrase de Chirac, la fiche de paie, et surtout la fiche de paie n'est pas l'ennemi de l'emploi. 2007 aussi, si on faisait l'histoire, on se dit, de présidentielle, de renouvellement, le pouvoir d'achat va être central, et donc la redistribution, peut-être ça sera le cas en 2027, mais il n'y a pas une thématique qui va plus l'emporter que les autres. Rappelez-vous, en 2002, on disait avec toutes les affaires, Jacques Chirac serait en grande difficulté. C'est pas ce que les Français ont entendu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce contexte d'équipe du politique, on vit une crise du résultat. Les Français ont le sentiment que rien n'avance. La grille de lecture sur Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, en dépit de leur image très différente, c'est l'inaction. Et une crise de l'écoute. Une crise de la considération. Exactement. Jamais la sphère politique nationale. C'est pour ça que les maires, malgré... Le résultat, les populistes. Non, pas que. Oui, il peut y avoir aussi un dirigeant d'entreprise, il peut y avoir un élu local. Non, parce que moi, je suis d'accord avec vous que plus que la sincérité, il y a la question de l'écoute et de la considération. Je pense que ça, vraiment, c'est fondamental. La sincérité, c'est une alchimie. Mais ça veut dire que vous êtes capable d'entendre quels sont les problèmes que le pays vous renvoie. Donc ça, je crois que ça sera tout à fait fondamental. Mais la deuxième chose qu'il faut retenir, vous l'appelez les populistes. Moi, je dirais des radicaux. C'est-à-dire qu'en fait... Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Vous les appelez comme parce qu'en fait... Non, mais c'est pas une question de sémantique. C'est pas parce que je considère l'un plus valorisant que l'autre. Quand je disais tout à l'heure, on a des gros problèmes, je pense que la répétition des mêmes solutions ne sera pas à la hauteur. Et que ce qui est attendu, c'est un autre logiciel. Mais des solutions, il n'y en a pas eu. C'est bien pour ça qu'on se tourne vers des... Ce qu'on veut, c'est une autre façon d'aborder les choses, un autre logiciel. En effet, le monde a changé, le travail est en train de changer, la démographie, cette transformation de la démographie de la France, qui était le pays qui faisait le plus d'enfants en Europe. C'était comme ça il y a 20 ans. Ce n'est plus le cas. Donc, c'est des choses qui sont des transformations ultra profondes et que donc quelqu'un qui viendrait avec des petites recettes un peu à peine relookées du passé, je pense que ça ne fera pas l'affaire. Je pense que ce qui est attendu, et je crois que dans l'attractivité du Rassemblement national, je n'est vraiment pas le parti de mon cœur, mais il y a l'idée qu'ils vont... renverser la table. Cette idée de renverser la table, c'est-à-dire reprendre le problème autrement, renouveler la réponse. Il y a il joue, et notamment Marine Le Pen, joue sur sa proximité, le fait qu'elle est capable d'entendre et de comprendre, et de fait, elle le fait, parce qu'elle avait vu la question du pouvoir d'achat la dernière fois en 2022, mais... Elle a cette capacité-là, mais par ailleurs, ce qu'il propose, et elle et Jean-Luc Mélenchon proposent un reset, ce que vous avez dit tout à l'heure, pas simplement un reset du personnel politique, mais un reset de la politique. Et on en revient au duel Mélenchon. Mais c'est pour ça qu'il est crédible. Il est aussi crédible parce que eux, ils ont un socle idéologique qui est clair, net, précis. Et radical. Et c'est pas simplement qu'il est... Parce que Glucksmann aussi, il a un socle clair, d'une certaine manière. On ne sait pas dans le détail, mais où est positionné Glucksmann? J'aimerais bien savoir, moi, où entre la social-démocratie, effectivement, mais et quoi d'autre? Un PS rénové, comme le disait Carole. Mais c'est quoi? C'est la social-démocratie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce bloc central, en fait, il y a un problème, c'est que tout ce bloc central, qu'on appelle les partis de gouvernement, ils ont collé à leurs chaussures le fait qu'ils ont été au gouvernement, qu'ils ont gouverné et que la France ne va pas bien. Et donc, ça leur est reproché. Et que donc, dans l'attente, ça fait un gros problème. C'est un gros problème pour eux. Donc, soit ils sont capables, ce que n'a pas fait le Parti socialiste. Olivier Faure a dit, on va mettre le Parti socialiste à gauche. Il l'a fait stratégiquement. Il ne l'a pas fait conceptuellement, il ne l'a pas fait intellectuellement. Le PS n'a pas refondé son propos et son discours. Donc, du coup, Raphaël Glucksmann peut prendre la place sans avoir rien renouvelé. Glucksmann ou Hollande ou quelqu'un qui est plus au cœur du PS. Mais c'est vrai que le cœur du vote RN, c'est ce que vous dites, c'est l'alternative. C'est les Français qui nous disent dans les enquêtes
qualitative, c'est leur tour, pourquoi pas eux, on ne va jamais essayer. Ils font pas pire que les autres, et c'est pour ça que dans les enquêtes préélectorales qui valent ce qu'elles valent, vous avez raison Carole de le rappeler, Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est pas la même histoire, c'est pas la même trajectoire, c'est pas le même rapport à la présidentielle. Sans doute Marine Le Pen a une image peut-être plus constituée, plus de proximité, elle peut jouer la mère du pays, enfin, elle peut jouer beaucoup de choses que je ne peux pas jouer à Bardella. Ils ont exactement le même score. Et c'est vrai aussi qu'à un an du vote, ce qui était des freins rédhibitoires pour le RN par le passé semble s'estomper. La phrase avec eux, ce sera la ruine, ce qu'on avait vu en 2017, les gens nous disent dans nos enquêtes qualitatives, la ruine est déjà là, avec ta dette. Et avec eux, ce serait la violence des émeutes. Les gens rappellent ce qui s'est passé en juin-juillet 2023 et cette question de l'insécurité qui a été, je rappelle, le premier déterminant du vote aux élections municipales. C'était la première fois depuis la présidentielle de 2002, si je mets de côté les régionales de 2015 post-attentat. Merci beaucoup Frédéric. Merci Carole et Catherine. Et également un grand merci à Flore Simon, Sacha Bamba et à toute l'équipe technique. Merci à tous, à très vite.